rêverie vers l'enfance. Quand dans la solitude, rêvant un peu longuement, nous allons loin du présent revivre les temps de la première vie, plusieurs visages d'enfants viennent à notre rencontre. Nous fûmes plusieurs dans la vie essayée, dans notre vie primitive. C'est seulement par le récit des autres que nous avons connu notre unité. Sur le fil de notre histoire racontée par les autres, nous finissons année par année à nous ressembler. Nous amassons tous nos êtres autour de l'unité de notre nom. Mais la rêverie ne raconte pas, ou du moins, il est des rêveries si profondes, des rêveries qui nous aident à descendre si profondément en nous qu'elles nous débarrassent de notre histoire, elles nous libèrent de notre nom. Elles nous rendent ces solitudes d'aujourd'hui aux solitudes premières. Ces solitudes premières, ces solitudes d'enfants laissent dans certaines âmes des marques ineffaçables. Toute la vie est sensibilisée pour la rêverie poétique, pour une rêverie qui sait le prix de la solitude. L'enfance connaît le malheur par les hommes. En la solitude, il peut détendre ses peines. L'enfant se sent fils du cosmos quand le monde humain lui laisse la paix. Et c'est ainsi que dans ces solitudes, dès qu'il est maître de ses rêveries, l'enfant connaît le bonheur de rêver, qui sera plus tard le bonheur des poètes. Comment ne pas sentir qu'il y a communication entre notre solitude de rêveur et les solitudes de l'enfance? Et ce n'est pas pour rien que dans une rêverie tranquille, nous suivons souvent la pente qui nous rend à nos solitudes d'enfance. Laissons alors à la psychanalyse le soin de guérir les enfances malmenées, de guérir les puériles souffrances d'une enfance indurée qui opprime la psyché en tant d'adulte, de temps d'adulte. Une tâche est ouverte à une poético-analyse qui nous aiderait à reconstituer en nous l'être des solitudes libératrices. La poético-analyse doit nous rendre tous les privilèges de l'imagination. La mémoire est un champ de ruines psychologiques, un bric-à-brac de souvenirs. Toute notre enfance est à réimaginer. En la réimaginant, nous avons chance de la retrouver dans la vie, même de nos rêveries solitaires, d'enfants solitaires. Dès lors, les thèses que nous voulons défendre dans ce chapitre reviennent toutes à faire reconnaître la permanence dans l'âme humaine d'un noyau d'enfance, une enfance immobile, mais toujours vivante, hors de l'histoire, cachée aux autres, déguisée en histoire quand elle est racontée, et qui n'a d'être réelle que dans ses instants d'illumination, autant dire dans des instants de son existence poétique. Quand il rêvait dans sa solitude, l'enfant connaissait une existence sans limite. Sa rêverie n'était pas simplement une rêverie de fuite, c'était une rêverie d'essor. Il est des rêves d'enfance qui surgissent avec l'éclat d'un feu. Le poète retrouve l'enfance en la disant avec un verbe de feu. Verbe en feu, je dirai ce que fut mon enfance. On dénichait la lune rouge au fond des bois. Alain Bosquet, Premier Testament. Un excès d'enfance est un germe de poème. On se moquerait d'un père qui, pour l'amour de son enfant, irait décrocher la lune. Mais le poète ne recule pas devant ce geste cosmique. Il sait en son ardente mémoire que c'est là un geste d'enfance. L'enfant sait bien que la lune, ce grand oiseau blond, a son nid quelque part dans la forêt. Ainsi, des images d'enfance, des images qu'un enfant a dû faire, des images qu'un poète nous dit qu'un enfant a faites, sont pour nous des manifestations de l'enfance permanente. Ce sont là des images de la solitude. Elles disent la continuité des rêveries de la grande enfance et des rêveries de poètes. Il semble donc que si nous nous aidons des images des poètes, l'enfance doit révéler comme psychologiquement belle. L'enfance soit révélée comme psychologiquement belle. Comment ne pas parler de beauté psychologique devant un événement attrayant de notre vie intime? Cette beauté est en nous, à fond de mémoire. Elle est la beauté d'un essor qui nous ranime, qui met en nous le dynamisme d'une beauté de vie. Dans notre enfance, la rêverie nous donnait la liberté. Et il est frappant que le domaine le plus favorable pour recevoir la conscience de la liberté soit précisément la rêverie. Saisir cette liberté quand elle intervient dans une rêverie d'enfant n'est un paradoxe que si l'on oublie que nous rêvons encore à la liberté comme nous en rêvions quand nous étions enfants. Quelle autre liberté psychologique avons-nous que la liberté de rêver? Psychologiquement,
parlant, c'est dans la rêverie que nous sommes des êtres libres. Une enfance potentielle est en nous, car nous allons la retrouver en nos rêveries, plus encore que dans sa réalité, nous la revivons en ses possibilités. Nous rêvons à tout ce qu'elle aurait pu être, nous rêvons à la limite de l'histoire et de la légende. Pour atteindre les souvenirs de nos solitudes, nous idéalisons les mondes où nous fûmes enfants solitaires. C'est donc un problème de psychologie positive que celui de rendre compte de l'idéalisation très réelle des souvenirs d'enfance, de l'intérêt personnel que nous prenons à tous les souvenirs d'enfance. Et c'est ainsi qu'il y a communication entre un poète de l'enfance et son lecteur, par l'intermédiaire de l'enfance qui dure en nous. Cette enfance demeure d'ailleurs comme une sympathie d'ouverture à la vie. Elle nous permet de comprendre et d'aimer les enfants comme si nous étions leurs égaux, en vie première. Qu'un poète nous parle et nous voici aux vives sources neuves. Écoutons Charles Plinier. Ah, pourvu que j'y consente, mon enfance te voici aussi vive, aussi présente. Firmament de verre bleu, arbre de feuilles et de neige, rivière qui court, où vais-je? Dans le sacre. En lisant ces vers, je vois le ciel bleu au-dessus de ma rivière dans les étés de l'autre siècle. L'être de la rêverie traverse sans vieillir tous les âges de l'homme, de l'enfance à la vieillesse, et c'est pourquoi tard dans la vie, on éprouve une sorte de redoublement de rêverie quand on tente de faire revivre des rêveries d'enfance. Ce redoublement de rêverie, cet approfondissement de rêverie que nous éprouvons quand nous rêvons à notre enfance, explique que dans toute rêverie, même celle qui nous prend dans la contemplation d'une grande beauté du monde, nous nous trouvons bientôt sur la pente des souvenirs. Insensiblement, nous sommes ramenés à des rêveries anciennes, si anciennes soudain que nous ne pensons plus à les dater. Une lueur d'éternité descend sur la beauté du monde. Nous sommes devant un grand lac dont les géographes savent le nom au milieu de hautes montagnes, et voici que nous retournons à un lointain passé. Nous rêvons en nous souvenant, nous nous souvenons en rêvant. Nos souvenirs nous redonnent une simple rivière qui reflète un ciel appuyé aux collines. Mais la colline grandit, l'anse de la rivière s'élargit. Le petit devient grand, le monde de la rêverie d'enfance est aussi grand, plus grand que le monde offert à la rêverie d'aujourd'hui. De la rêverie poétique, devant un grand spectacle du monde et à la rêverie d'enfance, il y a commerce de grandeur. Et c'est ainsi que l'enfance est à l'origine des plus grands paysages. Nos solitudes d'enfants nous ont donné les immensités primitives. En rêvant à l'enfance, nous revenons au gîte des rêveries, aux rêveries qui nous ont ouvert le monde. C'est la rêverie qui nous fait premier habitant du monde de la solitude. Et nous habitons d'autant mieux le monde que nous l'habitons comme l'enfant solitaire habite les images. Dans la rêverie de l'enfant, l'image prime tout. Les expériences ne viennent qu'après. Elles vont à contre-vent de toutes les rêveries des sourds. L'enfant voit grand, l'enfant voit beau. La rêverie vers l'enfance nous rend à la beauté des images premières. Est-ce que le monde peut être aussi beau maintenant? Notre adhésion à la beauté première fut si forte que si la rêverie nous rapporte nos plus chers souvenirs, le monde actuel est tout décoloré. Un poète qui écrit un livre de poèmes sous le titre « Jour de béton » peut dire « Le monde chancelle lorsque je tiens de mon passé de quoi vivre au fond de moi-même. » Paul Cholou, Jour de béton. Ah, comme nous serions solides en nous-mêmes si nous pouvions vivre, revivre sans nostalgie en toute ardeur dans notre monde primitif. En somme, cette ouverture au monde dont se prévalent les philosophes n'est-elle pas une réouverture au monde prestigieux des premières contemplations? Autrement dit, cette intuition du monde, cette Weltanschauung, est-ce autre chose qu'une enfance qui n'ose pas dire son nom? Les racines de la grandeur du monde plongent dans une enfance. Le monde commence pour l'homme par une révolution d'âme qui bien souvent remonte à une enfance. Une page de Villiers, du livre d'Adam, Adam va nous en donner un exemple. Dans son livre Isis, il écrit en 1862 de son héroïne, la femme dominatrice. Le caractère de son esprit se détermina seul et ce fut par d'obscures transitions qu'il atteignit les proportions immanentes, où le moi s'affirme pour ce qu'il est, l'heure sans nom, l'heure éternelle, où les enfants et cessent de regarder vaguement le ciel et la terre, sonna pour elle dans sa 9e année. Ceux qui rêvaient confusément dans les yeux de cette petite fille demeura,
dès ce moment d'une lueur plus fixe, on eût dit qu'elle éprouvait le sens d'elle-même en s'éveillant dans nos ténèbres. Ainsi, dans une heure sans nom, le monde s'affirme pour ce qu'il est, et l'âme qui rêve est une conscience de solitude. À la fin du récit de Villiers de l'île d'Adam, l'héroïne pourra dire « Ma mémoire abîmée tout à coup dans les domaines profonds du rêve éprouvait l'inconcevable souvenir. L'âme et le monde sont ainsi ensemble ouverts à l'immémorial. Ainsi toujours en nous, comme un feu oublié, une enfance peut reprendre. Le feu de jadis et le froid d'aujourd'hui se touchent dans un grand poème de Vincent Huidobro. Althèble. En mon enfance, née une enfance ardente comme l'alcool, je m'asseyais dans les chemins de la nuit, j'écoutais le discours des étoiles et celui de l'arbre. Maintenant l'indifférence enneige le soir de mon âme. Ces images qui surviennent du fond de l'enfance ne sont pas vraiment des souvenirs. Pour en mesurer toute la vitalité, il faudrait qu'un philosophe pût développer toutes les dialectiques, trop vite résumées par les deux mots imagination et mémoire. Nous allons consacrer un court paragraphe à sensibiliser la limite des souvenirs et des images. Quand nous amassions dans notre livre La poétique de l'espace, les thèmes qui constituent à nos yeux la psychologie de la maison, nous avons vu jouer sans fin des dialectiques de faits et de valeurs, de réalités, de songes, de souvenirs et de légendes, de projets et de chimères. Examiné dans de telles dialectiques, le passé n'est pas stable. Il ne revient à la mémoire ni avec les mêmes traits, ni avec la même lumière. Aussitôt que le passé est pris dans un réseau de valeurs humaines, dans les valeurs d'intimité d'un être qui n'oublie pas, il apparaît dans la double puissance de l'esprit qui se souvient et de l'âme qui se repaît de sa fidélité. L'âme et l'esprit n'ont pas la même mémoire. Sully Prudhomme a connu cette division, lui qui écrit « Ô souvenir, l'âme renonce », effrayé à te concevoir. C'est seulement quand l'âme et l'esprit sont unis dans une rêverie par la rêverie que nous bénéficions de l'union de l'imagination et de la lumière et de la mémoire. C'est dans une telle union que nous pouvons dire que nous revivons notre passé. Notre être passé s'imagine revivre. Dès lors, pour constituer la poétique d'une enfance évoquée dans une rêverie, il faut donner aux souvenirs leur atmosphère d'image. Pour rendre plus nettes nos réflexions de philosophes sur la rêverie qui se souvient, distinguons quelques centres de polémique entre faits et valeurs psychologiques. Dans leur primitivité psychique, imagination et mémoire apparaissent à un complexe indissoluble. On les analyse mal en les rattachant à la perception. Le passé remémoré n'est pas simplement un passé de la perception. Déjà, puisqu'on se souvient dans une rêverie, le passé se désigne comme valeur d'image. L'imagination colore dès l'origine les tableaux qu'elle aimera à revoir. Pour aller jusqu'aux archives de la mémoire, il faut au-delà des faits retrouver des valeurs. On n'analyse pas la familiarité en comptant les répétitions. Les techniques de la psychologie expérimentale ne peuvent guère envisager une étude de l'imagination considérée en ses valeurs créatrices. Pour revivre les valeurs du passé, il faut rêver. Il faut accepter cette grande dilatation psychique qu'est la rêverie dans la paix d'un grand repos. Alors la mémoire et l'imagination rivalisent pour nous rendre les images qui tiennent à notre vie. En somme, bien dire des faits dans la positivité de l'histoire d'une vie, c'est la tâche de la mémoire de l'animus. Et l'animus, c'est l'homme du dehors, l'homme qui a besoin des autres pour penser, qui nous aidera à retrouver en nous le monde des valeurs psychologiques de l'intimité. Plus je lis les poètes, plus je trouve de réconfort et de paix dans les rêveries du souvenir. Les poètes nous aident à choyer nos bonheurs d'âme. Naturellement, le poète ne nous dit rien de notre passé positif, mais par la vertu de la vie imaginée, le poète met en nous une nouvelle lumière. En nos rêveries, nous faisons des tableaux impressionnistes de notre passé. Les poètes nous convainquent que toutes nos rêveries d'enfants méritent d'être recommencées. La triple liaison imagination, mémoire et poésie devra alors, second thème de notre recherche, nous aider à situer dans le règne des valeurs ce phénomène humain qu'est une enfance solitaire, une enfance cosmique. Il s'agirait alors pour nous, si nous pouvions approfondir notre esquisse, de réveiller en nous par la lecture des poètes, grâce parfois à la seule image d'un poète, un état de neuve enfance, d'une enfance qui va plus loin que les souvenirs de notre enfance, comme si le poète nous faisait continuer, achever une enfance qui ne s'est pas bien accomplie,
qui pourtant était nôtre et que sans doute, en bien des reprises, nous avons souvent rêvé. Les documents poétiques que nous réunirons doivent donc nous rendre à cet onirisme naturel, originel, qui n'a pas de préalable, l'onirisme même de nos rêveries d'enfance. Ces enfances multipliées en 1000 images ne sont certainement pas datées. Ce serait aller contre leur onirisme que d'essayer de les coincer dans les coïncidences pour les lier aux petits faits de la vie domestique. La rêverie déplace des globes de pensée sans grand souci de suivre le fil d'une aventure, bien différent dans cela du rêve, qui veut toujours nous conter une histoire. L'histoire de notre enfance n'est pas psychiquement datée. Les dates, on les remet après coup, elles viennent d'autrui d'ailleurs, d'un autre temps que le temps vécu. Les dates viennent du temps où précisément on le raconte. Victor Ségalen, grand rêveur de vie, a senti la différence de l'enfance racontée et de l'enfance remise en une durée qu'on rêve. L'on redit à un enfant quelques traits de sa première enfance, il le retient et s'en servira plus tard pour se souvenir, réciter à son tour et prolonger par répétition la durée factice. Victor Ségalen, dans Voyage au pays du réel. Et dans une autre page, Victor Ségalen voudrait retrouver le premier adolescent, se rencontrer vraiment en première fois avec l'adolescent qu'il fut. Si l'on répète trop les souvenirs, ce fantôme rare n'est plus qu'une copie sans vie. Les souvenirs purs sans cesse redits deviennent des rengaines de la personnalité. Combien de fois un souvenir pur peut-il réchauffer une âme qui se souvient? Le souvenir pur ne peut-il lui aussi devenir une habitude? Pour enrichir nos rêveries monotones, pour revivifier les souvenirs purs qui se répètent, quelle aide nous recevons des variations que nous offrent les poètes? La psychologie de l'imagination doit être une doctrine des variations psychologiques. L'imagination est une faculté si actuelle qu'elle suscite des variations jusque dans nos souvenirs d'enfance. Toutes ces variations poétiques que nous recevons dans une exaltation sont autant de preuves de la permanence en nous d'un noyau d'enfance. L'histoire nous gêne plus qu'elle nous sert si nous voulons, en phénoménologue, en saisir l'essence. Un tel projet phénoménologique d'accueillir en son actualité personnelle la poésie des rêveries d'enfance est naturellement bien différent des examens objectifs si utiles des psychologues de l'enfant. Même en laissant parler librement les enfants, même en les observant sans censure, tandis qu'ils ont la totale liberté de leur jeu, même en les écoutant avec la douce patience d'un psychanalyste d'enfant, on n'atteint pas nécessairement la pureté sainte de l'examen phénoménologique. On est bien trop instruit pour cela et par conséquent trop porté à appliquer la méthode comparative. Une mère saurait mieux qui voit en son enfant un incomparable, mais hélas, une mère ne sait pas longtemps. Dès qu'un enfant a atteint l'âge de raison, dès qu'il perd son droit absolu à imaginer le monde, la mère se fait un devoir, comme tous les éducateurs, de lui apprendre à être objectif. Objectif à la simple manière où les adultes se croient objectifs. On le bourre de socialité, on le prépare à sa vie d'homme dans l'idéal des hommes stabilisés, on l'instruit aussi dans l'histoire de sa famille, on lui apprend la plupart des souvenirs de la petite enfance, toute une histoire que l'enfant saura toujours raconter. L'enfance, cette patte, est poussée dans la filière pour que l'enfant prenne bien la suite de la vie des autres. L'enfant entre ainsi dans la zone des conflits familiaux, sociaux, psychologiques. Il devient un homme prématuré. Autant dire que cet homme prématuré est en état d'enfance refoulé. L'enfant questionné, l'enfant examiné par le psychologue adulte, fort de sa conscience d'animus, ne livre pas sa solitude. La solitude de l'enfant est plus secrète que la solitude de l'homme. C'est souvent tard dans la vie que nous découvrons en leur profondeur nos solitudes d'enfant, les solitudes de notre adolescence. C'est dans le dernier quart de la vie qu'on comprend les solitudes du premier quart en répercutant la solitude du vieil âge sur les solitudes oubliées de l'enfance. Gérard de Nerval écrit: les souvenirs d'enfance se ravivent quand on atteint la moitié de la vie. Notre enfance attend longtemps avant d'être réintégrée dans notre vie. Cette réintégration n'est pas sans doute réalisable que dans la dernière moitié de la vie quand on redescend le coteau. Jung écrit: l'intégration du soi est prise en son sens profond, une question de la deuxième moitié de la vie. Tel qu'on est dans le plein âge, il semble que l'adolescence qui subsiste en nous fasse barrage à une enfance qui attend d'être revécue. Cette enfance est le règne du soi-même, du Selbst évoqué par Jung. La psychanalyse devrait être exercée par des vieillards. Seuls
très seul est l'enfant rêveur. Il vit dans le monde de sa rêverie. Sa solitude est moins sociale, moins dressée contre la société que la solitude de l'homme. L'enfant connaît une rêverie naturelle de solitude, une rêverie qu'il ne faut pas confondre avec celle de l'enfant boudeur. En ces solitudes heureuses, l'enfant rêveur connaît la rêverie cosmique, celle qui nous unit au monde. À notre avis, c'est dans les souvenirs de cette solitude cosmique que nous devons trouver le noyau d'enfance qui reste au centre de la psyché humaine. C'est là que se noue au plus près l'imagination et la mémoire. C'est là que l'être de l'enfance noue le réel et l'imaginaire, qui lui en toute imagination les images de la réalité. Et toutes ces images de sa solitude cosmique réagissent en profondeur dans l'être de l'enfant. À l'écart de son être pour les hommes, se crée sous l'inspiration du monde un être pour le monde. Voilà l'être de l'enfance cosmique. Et les hommes passent, le cosmos reste. Un cosmos toujours premier, un cosmos que les plus grands spectacles du monde n'effaceront pas dans tout le cours de la vie. Tout le cours de la vie. La cosmicité de notre enfance demeure en nous. Elle réapparaît en nos rêveries, dans la solitude. Ce noyau d'enfance cosmique est alors en nous comme une fausse mémoire. Nos rêveries solitaires sont les activités d'une métanésie. Il semble que nos rêveries vers les rêveries de notre enfance nous font connaître un être préalable à notre être, toute une perspective d'antécédence d'être. Étions-nous, rêvions-nous d'être, et maintenant, en rêvant à notre enfance, sommes-nous nous-mêmes? Cette antécédence d'être se perd dans le lointain du temps. Entendons dans les lointains de notre temps intime, dans cette multiple indétermination de nos naissances au psychisme, car le psychisme est essayé en maintes tentatives, sans cesse le psychisme tente de naître. Cette antécédence d'être, cette infinitude du temps de la lente enfance sont corrélatives. L'histoire, toujours l'histoire des hommes. Plaquée sur les limites du psychisme obscurcit toutes les puissances de la métamnésie personnelle. Cependant, psychologiquement parlant, les limbes ne sont pas des mythes, ce sont des réalités psychiques ineffaçables. Pour nous aider à pénétrer dans ces limbes de l'antécédence d'être, les rares poètes vont nous apporter des lueurs, les lueurs, lumière sans limite. Edmond van der Kamen écrit « Toujours en amont de moi-même, j'avance, implore et me poursuis, ô dure toit de mon poème, ô dure loi de mon poème, au creux d'une ombre qui me fuit. » Dans la porte sans mémoire. En quête du plus lointain souvenir, le poète veut un viatique, une première, une valeur première plus grande que le simple souvenir d'un événement de son histoire. Où je croyais me souvenir, je ne voulais qu'un peu de sel, me reconnaître et repartir. Et dans un autre poème, allant dans l'amont de l'amont, le poète peut dire « Nos ans ne sont-ils pas des songes minéraux ?» Si les gens se souviennent, ne vont-ils pas trouver dans une archéologie du sensible ces songes minéraux, ces songes des éléments qui nous attachent au monde en une enfance éternelle? En amont de moi-même, dit le poète, en amont de l'amont, dit la rêverie qui cherche à remonter aux sources de l'être. Voilà l'épreuve de l'antécédence de l'être. L'antécédence d'être. Cette antécédence de l'être, les poètes la cherchent, donc elle existe. Une telle certitude est un des axiomes d'une philosophie de l'onérisme. En quel au-delà les poètes ne savent-ils pas se souvenir? La vie première n'est-elle pas un essai d'éternité? Jean Follin peut écrire « Alors que dans les champs de son enfance éternelle, le poète se promène,